télécharger ma présentation. Vous ne me voyez plus, hein, c'est ça? On te voit en bas. D'accord, bon, c'est bon. Très bien. Alors, je remercie, j'en profite que M. Bolduc est encore là, je remercie la FTQ et je remercie aussi le comité personnes handicapées hein, dont vous parliez tout à l'heure, là, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler un peu et qui, je pense, a été beaucoup dans mon invitation. Voilà. Alors, comme vous le voyez dans le titre que je vous présente, ce que je vais vous dire ce soir va aborder la question sous l'angle syndical, bien sûr, du point de vue du syndicat, de ses rôles et responsabilités. C'est ça qui nous intéresse. Pascal, je m'excuse de t'interrompre. Il y a une petite boîte grise, c'est probablement la boîte vidéo. Si tu pourrais la réduire, je pense que ça ne l'afficherait plus pour nous. Ça l'affiche. Attends, et je fais ça à quel endroit? En haut à droite, il devrait y avoir une petite barre. En haut, sur la petite boîte. OK. Il devrait y avoir un petit trait, non? En haut à droite. Oui. C'est bon? Oui, merci. Parfait, je t'en prie. Alors, comme je vous le disais, je me mets du point de vue du syndicat, du point de vue syndical. Donc, je vous propose une présentation qui va passer au travers de ces parties-là. En tant que syndicat, en tant que syndicaliste, donc je sais des choses, je dois faire des choses, je veux faire des choses et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'agir. Hein. Donc, je peux faire des choses. Donc, c'est un peu l'angle que j'ai pris pour ma présentation. Tout d'abord, pour remettre les choses en contexte, l'année dernière, le CCPH a publié un avis sur l'accompagnement des milieux de travail. Il avait choisi à travers cet avis non pas de mettre le focus sur les personnes en situation de handicap, ce qui est relativement très fréquent, je vous dirais, mais de mettre le focus sur les acteurs des milieux de travail. Et dans notre tête, naturellement, ces acteurs, c'était à la fois… Il y a un problème? Non, il y a un peu de résonance. Des fois, les gens oublient de désactiver leur micro. D'accord, parfait. Donc, pour nous, les acteurs des milieux de travail, c'était naturellement, je vous dirais, à la fois les employeurs et les syndicats. Et dans le cadre de la production de cet avis, donc moi j'ai rencontré des gens de la FTQ assez naturellement aussi. Et puis ça nous a permis cet avis de mieux connaître les besoins d'accompagnement, mais aussi du point de vue de ces deux grands acteurs-là, à la fois les obstacles et les facilitateurs. Ce qui sortait à l'issue de cet avis, il y avait quand même un constat qui était très important, qui était que le syndicat était dans ces questions-là d'intégration, de réintégration, de maintien en emploi des personnes handicapées, un acteur oublié. Et de fait, comme on regardait l'offre de services gouvernemental au niveau des services aux entreprises, ce n'était pas non plus un acteur qui était particulièrement accompagné par les services aux entreprises, qui ciblait davantage les employeurs. Donc, à l'issue de cet avis, on a émis une recommandation que vous pourrez regarder. Là, je vous ai mis ici le lien vers l'avis qui concerne directement cet accompagnement des syndicats. Et puis, je pense qu'on va, en 2021, peut-être sans doute travailler ensemble là-dessus. Bon. Dans le cadre de cet avis, bien sûr, j'ai pris connaissance du projet dont on a commencé à parler, qui est Travaillons ensemble, qui est un projet qui m'a vraiment très intéressée, très impressionnée. Mais c'est sûr que c'est un projet pilote qui a duré 3 ans. Donc, je me suis, à l'issue de tout ce que j'ai vu, ce dont j'ai pris connaissance, je me suis dit, ça va être quoi les impacts, les transferts durables, les impacts structurants de ce projet-là, dans la mesure où c'est un pilote, puis… non seulement pour la FTQ, mais je me suis dit aussi en quoi ce projet-là et les leçons qu'on a tirées pourraient inspirer les autres syndicats à l'extérieur de la FTQ. Donc, je me suis vraiment posé 2 questions à l'issue de cette prise de connaissance-là.
C'est sûr qu'aujourd'hui, j'espère repartir la conversation avec vous autour de la main-d'œuvre en situation de handicap. C'est clair que j'aurai sans doute pas toutes les réponses aux questions que vous vous posez, mais je vais quand même essayer de vous partager des pistes de réflexion et d'action. Alors, on commence avec la partie donc je sais. Très rapidement, la question du comment on appelle cette population. Vous avez peut-être vu déjà coexister deux termes qui sont personnes handicapées, personnes en situation de handicap. Et on peut se dire, est-ce que c'est la même chose, ces deux termes-là? Je vous dirais que non. Le terme de personne handicapée, c'est vraiment le terme légal que vous allez trouver d'ailleurs, bien sûr, à l'OPHQ, à l'intérieur de la loi que vous voyez. Ce qui me semble important dans la définition ici, c'est le terme d'incapacité significative et persistante, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui a une certaine gravité d'une part et puis une certaine permanence. Par exemple, quelqu'un qui serait cassé la jambe et qui serait en béquille, il ne va pas être, selon cette loi et cette définition, considéré comme une personne handicapée parce que c'est une incapacité temporaire. Donc ça, c'est bien important. Autre terme important dans cette définition, le terme obstacle, et à des activités courantes, dont bien sûr le travail qui nous intéresse plus particulièrement. Un autre terme, comme je vous disais, qui cohabite avec personnes handicapées, c'est un terme qui, moi, personnellement, vu le travail que je fais, m'intéresse davantage, qui est le terme de personne en situation de handicap, où on voit l'importance du contexte. Alors, on dit que ça réfère au modèle conceptuel du processus de production de handicap. Donc, je vais vous montrer très rapidement à quoi correspond et en quoi c'est intéressant. Ce modèle dit que le handicap, ce n'est pas la responsabilité unique et entière de la personne handicapée. C'est une responsabilité partagée. C'est pour ça que je vous parlais du contexte. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est déjà, même si on considère les caractéristiques personnelles, donc de la personne handicapée, on parle aussi, bien sûr, des capacités, des aptitudes. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Contrairement à la définition, on parle plus de, vous voyez, de limitation, de déficience, d'incapacité. Là, on regarde la personne handicapée comme une personne qui a des forces, qui a des capacités, qui a des aptitudes et qui doit, bien sûr, compenser aussi des incapacités. Donc, ce regard-là, il me semble très important parce que dans les milieux de travail, le défi est de regarder la personne en situation de handicap comme un travailleur productif, comme une travailleuse productive, qui est utile socialement. Et ça, c'est un désir légitime pour tout un chacun, et non pas seulement désirable socialement ou courageuse. Donc, je pense que ce changement de regard, il est vraiment fondamental. Et d'après moi, ce modèle-là et la situation de handicap, le fait de parler de PSH, l'introduit. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'à côté des facteurs personnels, on introduit un contexte qu'on appelle des facteurs environnementaux, dans lequel on trouve à la fois des facilitateurs, mais aussi des obstacles. Donc, c'est très important de se dire qu'on n'est pas handicapé dans l'absolu. On peut être dans une situation de handicap, mais la même personne peut être dans une situation de participation sociale. Hein. On le voit ici, la situation de participation sociale, situation de handicap. Donc, c'est lié à l'environnement dans lequel elle évolue et donc l'environnement de travail qui nous intéresse. Et ça nous donne, ce modèle-là, le pouvoir d'agir aussi sur les facteurs environnementaux et d'être des acteurs
comme on le disait en introduction, de changement social pour essayer de travailler, de contrer justement les obstacles qui empêchent la participation sociale. Donc, c'est un modèle qui est comme porteur de choses importantes. Je reviens à la diapo précédente juste pour terminer quelque chose. Le troisième élément qui me semble important, c'est les mots pour le dire. Et vous verrez à travers ma présentation que je me suis beaucoup inspirée de ce que font déjà les membres affiliés de la FTQ. Il y a énormément de choses qui sont pas forcément connues. Et je trouvais que c'était aussi mon travail de vous les faire valoir. Donc, il y a toute une évolution qui a été faite autour du mot handicap, mais les gens, le respect fait que on ne peut pas appeler les gens n'importe comment. Alors, les TUAC ont fait tout un exercice, là c'est la référence que vous avez ici, où ils proposent des termes à la place d'autres qui sont moins intéressants et moins respectueux. Mais je voudrais vous dire deux autres choses importantes là-dessus, c'est que, en fait, il faut demander à la personne aussi comment elle souhaite qu'on parle d'elle. Et il y a aussi des situations où la personne ne veut pas spécialement, et ça c'est son choix, auto-divulguer son handicap ou divulguer son handicap. Et dans ce cas, je pense que c'est important de respecter ce choix-là. Donc, les mots pour le dire, mais aussi pour ne pas le dire. Donc ça, c'est bien important. Autre élément important dans la perception des personnes handicapées, souvent, justement, quand on parle de personnes en situation de handicap, on pense à une personne en fauteuil roulant. En fait, les personnes en situation de handicap, c'est plutôt… j'ai pris aussi une affiche que j'aime énormément, qui a été aussi produite par l'OPHQ, l'Office pour la protection des personnes handicapées. Donc, cette affiche montre une diversité en termes de type de handicap. Vous avez bien sûr des gens comme Fabien et Adaël qui ont une incapacité motrice, mais vous avez aussi Philippe qui a une incapacité visuelle, Laurence qui a une incapacité auditive, Agathe qui a une incapacité intellectuelle, Lise qui a un trouble de la parole ou du langage, puis Julie, enfin, qui a un trouble grave de santé mentale. Donc, les personnes en situation de handicap, c'est juste des exemples, évidemment, c'est toutes ces personnes-là. Ce qui explique le titre que j'ai donné à cette diapo, handicap visible versus handicap invisible. Ça, c'est très important à avoir en tête. Il y a énormément de types de handicap et ce n'est pas juste lié au fait d'être un handicap physique ou pas, qui sont invisibles. D'où ce que je disais tout à l'heure sur la question de la divulgation. Ça fait qu'il y a sans doute pas mal de monde dans votre environnement personnel, familial, social, professionnel, qui sont des personnes en situation de handicap, mais vous l'ignorez parce que ce sont des handicaps invisibles, puis le choix des personnes ont été de ne pas auto-divulguer leur handicap. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, la diversité, c'est aussi une diversité au niveau de la gravité. Donc, au même titre que la population, dans la population sans incapacité, il faut avoir une idée de diversité, de complexité et de singularité au sein de la population en situation de handicap. Je pense que c'est vraiment important. Donc, retenez l'idée de handicap visible versus invisible, la majorité étant invisible, en fait. Un autre élément important, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, je vous rassure tout de suite, je vais juste vous en présenter quelques-uns. Ça, c'est une infographie aussi de l'OPHQ. Un premier chiffre qui me semble important à partager avec vous, c'est celui-là. En fait, il y a à peu près 1/5, ça c'est le recensement, en fait c'est l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, à peu près 1 personne sur 5 au Québec, là ce sont des chiffres pour le Québec, qui est une personne avec une incapacité ou plusieurs,
Donc, c'est pas du tout, c'est une minorité, on va dire, importante, les personnes avec incapacité. Par ailleurs, un autre élément très important aussi, on n'est pas handicapé en général. Si on regarde l'ECI précédente, l'ECI 2012, vous avez à peu près autour de 10% des gens qui naissent avec une incapacité. Ça veut dire qu'il y a quand même 90% des gens qui deviennent handicapés au cours de leur vie. Ce que ça signifie, c'est que tout le monde peut devenir une personne en situation de handicap. C'est ça aussi l'idée. Et c'est sûr que l'origine, dépendamment du sexe, l'origine du handicap va varier. Vous voyez que pour les femmes, c'est beaucoup lié au vieillissement. Et pour les hommes, ça peut être lié à une maladie, au milieu de travail. Ça nous intéresse pas particulièrement, ou à une autre cause un peu moins déterminée. Il y a un autre élément qui est aussi important, c'est le lien entre être une personne avec incapacité et l'âge. C'est évident que plus vous vieillissez, comme on l'a vu ici, plus vous avez des chances, entre guillemets, de devenir une personne avec incapacité. Et ça, selon moi, ce n'est pas anodin, parce que ça veut dire qu'avec la main-d'œuvre vieillissante qui est en cours, là, je dirais, dans les milieux de travail, on va avoir de plus en plus, parmi ces gens-là, des gens qui vont développer des incapacités. Donc, ce n'est pas du tout anodin comme élément. Vous avez des chiffres ici, mais moi, j'ai un chiffre où, par exemple, on voit que déjà un quart des gens qui ont 65 ans et plus, on parle beaucoup des travailleurs expérimentés, ont une incapacité. Pour compléter cette diaporama, je voudrais vous parler aussi de la diversité en termes de scolarisation. Vous voyez ici qu'il y a à peu près 35% des personnes avec incapacité qui sont de niveau postsecondaire. Donc, une grande diversité aussi en termes de niveau de scolarité, c'est important de le savoir. Et enfin, un chiffre, on parlait du taux d'emploi, etc., des personnes en situation de handicap. Vous voyez, c'est 3/4 de la main-d'œuvre de 15 à 64 ans qui travaillent, et c'est la moitié pour les personnes en situation de handicap. Donc, la marche est encore assez haute. Et enfin, un troisième élément là-dessus, je pense qu'il y a un travail autant de démystification à faire autour de la population en situation de handicap que des adaptations ou des aménagements ou des accommodements dont elle peut bénéficier. Alors, quelques éléments là-dessus. Je vous dirais que les adaptations, tout d'abord, c'est un effort à géométrie variable. On l'a compris avec le modèle de production du handicap. On n'est pas comme ça en situation de handicap dans l'absolu. On est dans une situation de handicap dans un environnement donné. C'est une interaction entre notre type d'incapacité, nos capacités, le poste, l'environnement de travail. Hein. Donc ça, c'est bien important. Il y a des personnes avec incapacité qui n'ont pas besoin d'adaptation. Souvent, les études démontrent que l'adaptation, c'est souvent un coût inférieur à 500 $, ce qui me semble quand même très raisonnable comme coût. Ce qui fait dire que la question de l'adaptation, elle doit plus être vue sous l'angle des mentalités, en fait, de l'ouverture d'esprit, de la créativité. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple, hein, de travailler à réduire les obstacles comportementaux. Je suis extrêmement consciente de ça, mais c'est beaucoup là que ça se situe aussi, cette question des adaptations. Je trouvais intéressant de vous partager le fait que les adaptations, souvent c'est ça. Les 5 mesures d'adaptation les plus demandées, c'est quoi? C'est un horaire flexible ou une réduction du temps de travail, des tâches modifiées ou différentes, une chaise spéciale ou dorsale, donc une adaptation du poste de travail, et puis ce dont M. Bolduc parlait tout à l'heure, du travail à la maison, du télétravail. Donc, en fait,
on pourrait parler de conditions de travail plus flexibles. On parlait de souplesse tout à l'heure. Les adaptations, c'est en fait, ça interpelle le fait qu'on est capable de, comme employeur, déjà de, non seulement l'employeur demande souvent à ses employés d'être flexibles, mais lui peut-il aussi, de son bord, offrir des conditions de travail plus flexibles. C'est sur ce terrain-là que se situent aussi les adaptations. Alors, je vous ai mis ici une référence qui est vraiment intéressante et très pratique, parce qu'en fait, on peut regarder, c'est des documents qui ont été produits, des tableaux qui ont été produits par le ministère de la Santé et Services sociaux, où on rentre par les difficultés que les gens rencontrent, et il y a des exemples par la suite de type d'adaptation et des exemples beaucoup plus détaillés d'adaptation. Donc, c'est des tableaux vraiment pratiques qui peuvent aider dans ce domaine. Un dernier élément important sur les adaptations, c'est le fait que c'est sûr que la personne en situation, le travailleur en situation de handicap va en bénéficier, ça c'est clair, mais souvent, il est fréquent que les gens autour aussi en bénéficient. Je pense à des horaires de travail plus flexibles. On peut penser que pour des gens qui ont des enjeux, des femmes comme des hommes qui ont des enjeux de conciliation travail-famille, ou des jeunes qui ont un désir de conciliation travail-vie personnelle, le fait d'avoir des horaires de travail plus flexibles, ça va peut-être adonner la personne en situation de handicap qui a des contraintes, admettons, avec le transport adapté, c'est l'exemple assez fréquent, et qui ne peut pas arriver à 8h30 ou à 9h pour ces raisons-là, mais ça peut adonner à d'autres personnes qui ont d'autres types de besoins. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui est importante à retenir. On rentre par les besoins particuliers du travailleur, de la travailleuse en situation de handicap, et finalement, on répond à d'autres types de besoins particuliers. On verra que moi, je vous pousse la réflexion plus loin en vous disant en quoi les conditions de travail flexibles au départ pour toutes et tous peuvent d'office répondre à des besoins particuliers de travailleuses et travailleurs en situation de handicap. Donc ça, c'est une démarche qui est, je vous dirais, inclusive. Bon. Deuxième partie, je dois. Donc, on a vu je sais, alors maintenant, je dois. Je dois simplement, tout d'abord, parce que c'est la loi. Évidemment, à l'intérieur de ça, on retrouve le droit à l'égalité, qui est un droit fondamental. Certains disent c'est justement pas un droit du dimanche, le droit à l'égalité, c'est un droit fondamental. Et assez rapidement, après la charte, vers le milieu des années 80, la Cour suprême a commencé à parler d'accommodement raisonnable, de contraintes excessives. Donc, en fait, l'accommodement raisonnable, c'est un corollaire du droit à l'égalité. C'est une façon en quelque sorte, de dire que le droit à l'égalité n'est pas un vœu pieux, c'est un moyen en quelque sorte de passer à l'action. Hein, d'accord ? Ça, c'est vraiment important. Ce que nous disent ces termes-là, c'est que on est dans une situation aussi où il y a des compromis à faire, c'est-à-dire que l'accommodement n'est pas sans limite. Il n'est pas parfait, c'est un compromis que doivent faire les différents acteurs en termes d'adaptation. Et c'est sûr que ces éléments-là se jouent dans un contexte qui est variable à chaque fois. On est beaucoup dans du cas par cas, et c'est clair que la contrainte excessive ou les critères qui vont définir la contrainte excessive vont varier d'un contexte à l'autre, mais vont varier d'un acteur à l'autre. C'est-à-dire que les éléments de contrainte excessive pour les employeurs ne vont pas forcément être les mêmes éléments pour les syndicats. Alors ça, c'est important. Il y a énormément de littérature à la fois pratique et, je vous dirais, scientifique sur ces questions-là.
en lien avec les syndicats, je vous en ai mis plusieurs dans mon diaporama, je vous invite à les regarder, mais j'ai noté notamment quelque chose qui avait été fait par l'Institut professionnel de la formation publique, la fonction publique du Canada, pardon. Et ces gens-là ont produit des documents vraiment très accessibles en termes de diaporamas, de guides sur l'accommodement raisonnable et la contrainte excessive, la procédure, etc. Puis, parallèlement, à l'extérieur de la FTQ, il y a bien sûr la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a produit aussi beaucoup de documents très, très accessibles sur cette question-là. Il y a un service aussi qui est dédié à ça, auquel que vous pouvez appeler. Donc ça, c'est important. Ce que nous dit aussi l'histoire de ça, c'est que assez rapidement aussi, dès le début des années 90, le syndicat a été identifié comme un acteur important de l'obligation, a été identifié comme soumis à l'obligation d'accommodement. Alors ça, c'est évidemment important. Ce qui fait que dans l'absolu, là je ne vous parle pas d'un contexte contraint excessif ou pas, la charte a quand même préséance sur les conventions collectives. Ça, c'est vraiment aussi important. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de ça, je vais y revenir après. Bien sûr, il y a la loi sur l'accès à l'égalité avec les PAE, les programmes d'accès à l'égalité, avec les 5 groupes dont les personnes handicapées, et plus particulièrement, il y a aussi la loi assurant l'exercice, notamment en vue de l'intégration professionnelle qui nous intéresse davantage. Le corollaire, ce que nous a dit aussi toute la réflexion importante sur l'accommodement, c'est que l'accommodement raisonnable, ça remet en question l'idée que un traitement identique, un traitement uniforme, ça permet en toutes circonstances d'assurer un traitement égal. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Je trouvais que ce dessin-là était intéressant parce qu'on le voit directement. Donc là, vous voyez, je me disais de façon symbolique, on se retrouve dans des acteurs, bon, un homme, une femme, et puis je vais vous dire une personne naine pour référer aux personnes en situation de handicap. Puis imaginez que ces gens-là sont la partie, c'est le lieu de travail, puis la palissade, c'est la convention collective. Donc je dis ça bien sûr de façon symbolique. Mais ce que ça vous montre, c'est que un traitement finalement identique, uniforme, vous comprenez très vite, vous voyez très vite que ça ne conduit pas à un traitement égal. Donc, le traitement égalitaire, finalement, passe souvent par une différence de traitement. C'est ce qu'on voit ici dans la deuxième image. Moi, j'utilise des termes comme égalité formelle, égalité réelle, égalité de fait, ou équité, c'est vraiment celle qui nous intéresse. Et puis, ça, c'est l'accès universel, c'est l'inclusion. Là, on parle plus d'intégration. Ici, je vous parlerai d'inclusion. Je vais vous en reparler pour les conventions collectives. Mais gardez cette image en tête. Selon moi, elle aide énormément à fixer les choses. Je veux. Alors ça m'intéresse beaucoup. C'est sûr que la loi, elle existe, il faut l'appliquer, tout ça. Mais je suis beaucoup plus intéressée par des motivations qui sont de l'ordre de la volonté que d'ordre légal, je vous dirais. C'est pour ça que j'ai mis ça sous cet angle-là. Et je vous dirais dans un premier temps que les questions qui nous intéressent, je veux, parce que c'est dans votre nature syndicale. Alors, j'ai retenu une phrase que je trouvais adéquate. Comment le mouvement syndical peut-il aider les travailleurs souffrant, bon, j'aime pas beaucoup ce terme, mais souffrant de handicap, en faisant ce que les syndicats font le mieux? Et bien sûr, un peu plus, on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que les syndicats font le mieux? C'est toutes ces valeurs, ces idéaux importants de traitement notamment équitable, en lien bien sûr avec la justice sociale. Et ça, bien sûr, ce sont des termes, mais comment, comme syndicat,
représentons de façon juste nos travailleuses et travailleurs en situation de handicap. C'est ça le traitement équitable. Le devoir, ça a un rapport avec le devoir de représentation. Bien sûr, des valeurs et d'autres idéaux que vous partagez, dans lesquels s'inscrivent notre discussion ce soir, la promotion de l'égalité, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, mais en termes aussi de droits de la personne et de changement social, donc, et de combat contre la discrimination par rapport au handicap en vue d'une société meilleure. Donc, la question, à travers toutes ces idéaux, ces valeurs, c'est comment on les incarne. C'est ça qui nous intéresse aussi ce soir, c'est-à-dire comment on passe de la parole aux actes, comment on va construire une exemplarité par rapport à ça en tant que syndicat. Alors, c'est dans ma nature parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le chiffre que je vous présentais, les personnes en situation de handicap, c'est une minorité, on va dire, de taille. Hein, c'est presque 1/5, 20% de la population. Donc, ça veut dire que, comme syndicat, ça peut être un réservoir important de membres et une force pour notre syndicat. Autre chose qui me semble important aussi en lien avec ce que vous faites déjà, c'est l'amélioration évidemment des conditions de travail, des conditions de vie à travers l'adaptation large des lieux de travail. Et puis là, je reviens aussi sur l'idée qu'une adaptation pour un, ça peut être une adaptation aussi pour toutes et tous. Ça, c'est vraiment très important. L'autre élément aussi que le syndicat fait déjà et qui il me semble important de mettre en lien avec la question de ce soir, c'est la question le fait de faire adopter certaines lois et surtout d'être un acteur qui va être faire une certaine vigilance, jouer un rôle de vigie par rapport à l'application. Donc un certain contrôle finalement des lois qui sont adoptées et éventuellement les faire réformer. Je vais vous parler un peu des lois en matière de santé, sécurité, travail dans 2 minutes. Et enfin, toujours parce que c'est dans ma nature, mais aussi des réalités, mes membres vieillissent. On a vu tout à l'heure les liens directs entre l'âge et la prévalence de l'incapacité. Parce qu'il y a des enjeux de santé mentale de plus en plus importants sur mon lieu de travail. Donc, on a vu que c'est un type de handicap qui est vraiment important. Mais aussi, dans mon contexte, mon employeur veut diversifier sa main-d'œuvre. Et sans doute qu'à partir de là, il y aura plus aussi de personnes en situation, de travailleuses et travailleurs en situation de handicap. Puis, en lien ou pas, mon secteur d'activité est en rareté de main-d'œuvre. Donc, tout ça, c'est des éléments de conjoncture, de contexte qui aussi vont certainement faire en sorte que vous allez vouloir davantage vous impliquer dans ce dossier-là. Enfin, je peux, et c'est ce qui m'intéresse le plus, je vous dirais. Alors, je peux parce que je fais déjà, je peux parce que je suis outillée, je peux parce que je suis accompagnée. Puis ça, tout à l'heure, Marc va en parler davantage. Alors, je peux pourquoi? Je peux, je suis un acteur incontournable de la négociation des conventions collectives. Donc, j'interviens, c'est dans ma première prérogative. Je voudrais vous dire ce soir comment vous pouvez réfléchir le fait que déjà les droits de la personne soient inclus de façon beaucoup plus importante dans la convention collective. On va parler tout à l'heure de convention collective inclusive, et ça c'est un outil, et notamment comment vous pouvez exercer davantage votre obligation en termes d'accommodement raisonnable, c'est-à-dire le droit à l'accommodement raisonnable, comment vous pouvez l'inscrire d'une façon beaucoup plus officielle dans vos conventions collectives. Je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus.
J'ai vu dans les vidéos, notamment de Travailleurs Ensemble, une capsule, j'en parlais avec Marc tout à l'heure, une capsule très intéressante. Vous avez vos confrères de différents syndicats qui ont déjà poussé la réflexion là-dessus et mis des clauses particulières dans leur convention collective sur l'obligation d'accommodement, sur le fait que il peut y avoir des exceptions à la procédure normale d'attribution des postes pour des raisons de santé ou de handicap. Donc, c'est des exemples très concrets que j'ai vus dans certaines conventions collectives comme clause, ou des exemptés à la question de l'ancienneté. Donc, vous avez des collègues, c'est notamment des gens de Bell Canada, le syndicat des métallos, qui ont commencé à introduire ce genre de clause dans les conventions collectives. Donc, une convention collective qui commence à prendre en compte certains besoins particuliers, au-delà, je vous dirais, de ceux de l'homme non handicapé travaillant à temps plein. Donc, je pense que c'est intéressant. L'autre élément aussi qui me semble important et que vous faites déjà, c'est que vous avez des délégués sociaux. Ces gens-là, ils sont vos yeux et vos oreilles, mais surtout votre cœur, je pense, dans les milieux de travail. Ils sont très bien placés pour voir ce qui se passe. Et on sait que la question de l'accueil et de l'intégration du nouveau travailleur ou de la nouvelle travailleuse en situation de handicap est importante. C'est là que ça se passe bien ou ça se passe mal. Avec le gestionnaire de proximité, mais aussi avec les collègues, avec l'équipe de travail. Et je me demandais, Marc pourra peut-être réagir par la suite là-dessus, dans quelle mesure les délégués qui ont déjà un rôle de soutien individuel, de référence à des ressources spécialisées, pourraient quelque part davantage aussi intervenir sur ce plan-là. Donc, peut-être qu'on pourra en discuter par la suite. C'est sûr que je vous dis ça parce qu'on parlait tout à l'heure d'adaptation, d'accommodement raisonnable, etc. Tout ça, ces éléments-là peuvent créer, il peut y avoir des préjugés. On parlait des obstacles comportementaux, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des incompréhensions. Alors, je ne sais pas si dans l'équipe de travail, chez les collègues, je ne sais pas dans quelle mesure, avec des formations, bien sûr, idoines, les délégués sociaux ne pourraient pas avoir un rôle là-dessus. C'est une question que je me pose. Autre chose qui va vous aider, c'est que ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec des groupes sous-représentés. J'ai du mal, je vous avoue, à considérer les femmes comme un groupe sous-représenté parce que ce n'est pas une minorité selon moi, c'est autant que les hommes, mais énormément de membres ont beaucoup travaillé depuis des décennies sur la question des femmes, notamment en non traditionnel. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que entre les différents groupes sous-représentés, vous avez des enjeux aussi, bien sûr, vous avez des enjeux spécifiques, mais vous avez aussi des enjeux qui sont transversaux. Donc, l'expérience que vous avez eue de résoudre ou de travailler, de réfléchir autour de comment on peut répondre à ces enjeux-là pour un groupe comme les femmes, je suis convaincue qu'il y a des leçons qui peuvent servir aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc, vous êtes, selon moi, loin d'être démunis. Je peux parce que aussi, vous allez jouer, j'ai pris connaissance de la jurisprudence qui s'appelle l'arrêt Caron, qui a été pris en 2018, donc c'est relativement récent, où dans cet arrêt, on affirme beaucoup plus clairement le droit de la personne accidentée du travail à bénéficier d'un accommodement raisonnable. Donc, je pense que si on s'en va encore davantage, je ne sais pas comment va évoluer la loi sur les maladies professionnelles là, et les accidents du travail, maladies professionnelles.
Je pense qu'il y a un contexte actuellement où on peut peut-être faire avancer des choses intéressantes, mais je vous dirais que certainement vous allez être de plus en plus sollicité aussi sur ce terrain-là parce que les gens ont été victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, donc une lésion professionnelle, et pour certains, ça s'est traduit par une incapacité. Donc, tout le retour au travail de ces gens-là, certainement que et leur droit à l'accommodement raisonnable, si c'est nécessaire, va venir. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, je l'ai mis en bibliographie, il y a une publication de l'IRSST très intéressante par rapport à des gens qui ont un problème de santé mentale, où les rôles et responsabilités du syndicat sont vraiment, et le fait d'être des facilitateurs ou des obstacles est très, très bien identifié. Bien sûr, ça, je ne vais pas développer ça parce qu'on est bien sûr en prévention, mais c'est clair qu'il ne faut pas oublier que si on peut éviter que les gens se retrouvent avec des incapacités, là, on est plus, admettons, dans des problèmes de santé mentale, c'est encore vraiment mieux, évidemment. Je peux, et puis ça, je l'ai vu aussi parce que j'ai travaillé pour la ville de Sherbrooke comme conseillère en gestion de la diversité. J'étais en charge des programmes d'accès à l'égalité. Et du coup, on a mis en place un programme d'accès à l'égalité pour les personnes handicapées. Je considère qu'actuellement, le syndicat joue plus un rôle d'observateur dans les programmes d'accès à l'égalité et je trouve qu'il pourrait être davantage proactif. C'est ce que j'avais constaté lors de ce mandat-là. Dans certains cas, les gens m'ont dit aussi, des syndicalistes m'ont dit que de plus en plus, dépendamment des lieux, les syndicats commencent à intervenir sur la description des postes de travail, comprenant les exigences d'emploi. Et ça me semble un terrain aussi fertile pour du travail syndical parce que on rencontre souvent la difficulté que les exigences d'entrée n'ont pas forcément rapport avec les tâches essentielles du poste. Donc là, il y a vraiment un problème. Ça se retrouve dans les descriptions de poste et ça fait que c'est beaucoup plus, ça exclut beaucoup plus que nécessaire. Donc c'est un travail important à faire. Et enfin, je vous dirais qu'il faut aussi regarder, et ça peut être mis également en lien avec votre convention collective, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en termes de statut de stagiaire, par exemple, dans la convention collective? C'est important parce que quand on a travaillé sur l'avis sur l'accompagnement des milieux de travail, le stage semblait bien sûr un moyen intéressant pour la personne de développer des compétences, pour l'employeur de repérer une relève potentielle, mais il s'avérait un moyen très intéressant de sensibilisation. Le fait d'avoir un stagiaire en situation de handicap pendant un certain temps, ça a un effet de sensibilisation auprès de tous les acteurs finalement qui ont affaire avec lui. Bien sûr, ça doit avoir une certaine durée, puis le stage doit bien se passer, mais c'est un moyen de sensibilisation, je dirais, original et qui n'est absolument pas à négliger. C'est important peut-être aussi que vos conventions collectives parlent des programmes de subvention gouvernementale. D'une façon, j'ai vu une convention aussi, toujours dans la même vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, où la question de la subvention gouvernementale, salariale notamment, était directement inscrite. Donc, il n'y avait pas de trouble par rapport à ça. Et pour terminer, parce que je veux laisser la place à Marc, et je veux laisser la place à la discussion, c'est un grand mot, un agenda pour le futur, mais je voulais vous résumer ça en quelques phrases. Je pense qu'il y a un premier travail à faire, et puis ça, je ne sais pas dans quelle mesure la FRED peut faire,
de fédérer les bonnes pratiques, en quelque sorte, de capitaliser sur les bonnes pratiques. Parce qu'il y a déjà, comme je vous l'ai dit rapidement, mais il y a des tas d'exemples où les membres affiliés ont mis en place des choses vraiment porteuses pour les travailleuses et travailleurs en situation de handicap, mais qui sont ignorées par les autres membres affiliés ou qui ne circulent pas forcément à l'intérieur d'un syndicat donné chez les syndicats locaux. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. Cinq éléments qui me semblent cohérents entre elles. Hein. Je vous propose des choses qui amènent de la synergie, qui amènent de la cohérence, qui amèneraient de la cohérence à vos actions là-dessus. Bien sûr, on a vu que les obstacles comportementaux sont très importants. Donc, tout le travail reste à faire. Vous l'avez énormément fait dans le projet pilote. Un travail de sensibilisation qui doit se poursuivre, un travail d'information également, et un travail aussi de formation. Et de formation, je vous dirais, pour s'outiller. C'est-à-dire, peut-être que le président d'un syndicat, il a besoin d'une certaine boîte à outils. Le délégué syndical a besoin d'une autre boîte. Le délégué social dont on parlait tout à l'heure a besoin d'un troisième type de boîte. Donc, pour moi, ce n'est pas de la formation théorique, c'est vraiment comment je fais, comment je négocie, par exemple, on va le voir juste après, une convention collective inclusive pour les négociateurs, comment, si ça devient parmi les responsabilités des délégués sociaux, comment je deal avec les résistances ou les appréhensions ou les préjugés des collègues de la personne qui est en train de s'intégrer dans mon lieu de travail. Donc, des choses vraiment, quand je parle de formation, je parle de savoir-faire, hein, de savoir agir davantage. Alors, j'ai relevé des choses qui existaient déjà. Les TUAC ont fait des choses très intéressantes aussi sur la sensibilisation. Ici, il y a des documents très concrets sur comment procéder, les étapes pour procéder par rapport à une demande d'adaptation, une demande d'accommodement raisonnable. Donc, l'Institut dont je vous parlais tout à l'heure a produit des documents là-dessus, des mémos. Marc pourra en parler aussi, il y a un document dans Travaillons ensemble. Il y a des syndicats comme Unifor, par exemple, qui ont réfléchi, comment mon membre peut être un membre à part entière du syndicat et participer de façon pleine et entière à toutes les activités syndicales que je propose. Donc, offrir des services syndicaux accessibles aux membres en situation de handicap. Donc, Unifor a fait pas mal le tour dans ce document. Il y a bien sûr, pour être cohérent, à regarder aussi la représentation des personnes en situation de handicap dans les instances syndicales, au niveau des présidences, au niveau des comités exécutifs, etc. Là, je n'ai pas d'outils concrets à vous proposer ici, mais c'est un article qui traite de cette question qui est vraiment intéressant. Et enfin, Marc va développer beaucoup cette chose-là. Je sais parce que je fais déjà, je sais parce que je suis outillée, mais je sais aussi, je peux faire parce que je suis accompagnée par des gens qui ont une expertise vraiment spécifique. Je ne pense pas que les syndicats vont devenir des experts de tous les types de handicap, dans toutes leurs singularités, etc., du détail de l'ensemble des adaptations dans n'importe quel contexte. Je ne crois pas que c'est ce vers quoi on va tendre. Donc, il vous faut des gens qui vous accompagnent et ces gens-là existent. Ils ont été sollicités d'une façon très importante dans Travaillons ensemble et je pense qu'il faut recommencer à les solliciter. Ce sont les services spécialisés de main-d'œuvre personnes handicapées qui existent dans les différentes régions du Québec. Et pour terminer, je vous dirais que je vous invite à faire de la lecture. C'est des lectures plus
ici, c'est plus des outils. Hein. Je vous parlais de la Commission des droits de la personne ici, mais il y a des lectures plus de différents acteurs, des juristes, toutes sortes d'acteurs qui ont travaillé sur les questions des travailleurs en situation de handicap en lien avec les syndicats. Hein. C'est une bibliographie ciblée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle présentation. Je vais juste faire disparaître